Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, c'est parti, comme tous les lundis, pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. Tremblement de terre à l'étoile sportive de Trappes. Le président Mustapha Larbaoui a donné sa démission il y a quelques jours après 8 ans de service. Il va nous donner les explications de cette décision. Le Vélodrome de 50 ans en Yvelines a accueilli ce week-end sa toute première compétition officielle, la Coupe d'hiver, de quoi détecter les talents de demain et préparer la saison hivernale. Pour la deuxième année consécutive, la course du soleil s'élancera des Yvelines. L'édition 2014 du Paris-Nice partira de Mantes-la-Jolie et fera étape à Rambouillet. Et évidemment, en fin d'émission, comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on passe au sport mécanique et au raid du 4L Trophy édition 2014. Benoît et Martin, bonjour à tous les deux. Merci de nous accueillir dans ce garage dédié aux voitures anciennes. C'est ici que vous préparez votre véhicule pour la 17e édition du 4L Trophy, ce raid humanitaire, on le rappelle, réservé aux étudiants et long de 6000 km qui traversent la France, l'Espagne et le Maroc. Tout d'abord, première question, comment est né votre projet de participation à ce raid, Benoît ? C'est un projet qui est né il y a à peu près un an. On est tous les deux dans la même école, en école de commerce. Et voilà, c'était un projet qu'on nourrissait depuis plusieurs années. Et puis cette année, s'est présentée l'opportunité d'y participer pour tous les deux. Donc voilà, on a. Alors, surtout que l'année prochaine, en fait, on va avoir un stage de fin d'études. C'est la fin des cours, ça y est, ça approche. Du coup, là, c'était vraiment la dernière opportunité, puisque comme vous l'avez dit en introduction, on a besoin d'être étudiant pour le RAID. Donc c'était l'occasion ou jamais. Voilà. Il y avait chez vous le besoin de vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble, partir loin des bases versaillaises et yvelinoises pour vivre quelque chose ensemble ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, le côté à la fois sportif et puis un peu l'aventure. On se dit à la fois le 4L Trophy, c'est connu, mais en même temps, en fait, moi, j'y connaissais rien spécialement de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire, 6000 km à deux dans une petite voiture. Puis en fait, c'est génial d'avoir cette opportunité. Donc, d'où notre présence aujourd'hui. Le départ, c'est le 13 février, donc dans quelques jours. Quand on est arrivé, il y avait encore quelques petits réglages que j'ai remarqués sur le véhicule. Vous finissez la préparation en ce moment même ? Oui, absolument, puisqu'en fait, le gros a déjà été fait là, au niveau mécanique, justement au garage. Mais il reste toujours des petits trucs, des petits colmatages, un petit coup de colle. Là, notamment, on a les essuie-glaces à changer encore. Parce que quand on arrivait, il pleuvait et c'était pas terrible. Donc, ça reste un petit truc à changer. Voilà. On sait que les 4L, ce sont des châssis assez anciens. Il y a eu des problèmes de tout simplement mécaniques pendant la préparation, Benoît ? Alors, on a eu la chance de ne pas avoir de problème au niveau du châssis. Il y a pas mal de 4L qui sont refusés au départ parce que leur châssis est en trop mauvais état. Nous, notre châssis est sain, mais on a toujours quelques petites réparations à faire. Il a fallu qu'on mette des plaques de blindage sous la voiture parce qu'elle n'y était pas. On a changé tout l'allumage, on a changé d'autres pièces très importantes pour un 4L Trophy. Oui, pour se protéger notamment des chocs. Exactement. Dans le désert, vous êtes un peu passionné de mécanique à la base ou vous apprenez un petit peu en serrant les boulons là depuis quelques semaines ? Alors pour ma part, non, absolument pas. Je ne suis pas un grand passionné de mécanique, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça sympa et puis on apprend pas mal, oui, en bricolant, en cherchant et en trouvant. Voilà. Et de votre côté Alors niveau mécanique pure, non, j'avoue, franchement là je découvre. Voiture, oui, j'ai toujours été un grand passionné de voiture, ça c'est clair. Mécanique, là j'avoue, il y a tout à apprendre. Je pensais être un peu calé, en fait zéro, la bulle complète, mais c'est l'occasion d'apprendre, donc c'est. Vous le disiez, un raid, c'est jamais parfait. Il y a toujours des petits ennuis mécaniques. Qui va faire le mécanicien au milieu du désert ? On est deux, on est une équipe de deux, donc on va s'y mettre à deux, mais voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de rôle attitré, rôle, pilote, copilote non. pour l'instant, non, c'est chacun son tour. Voilà. Pilote, copilote, mais il n'y a pas de. Alors dans ce raid, il y a aussi évidemment l'aspect humanitaire qui compte beaucoup dans le 4L Trophy. Expliquez-nous un petit peu justement les enjeux, avec combien de denrées par exemple vous devez partir et qu'est-ce que vous emmenez ? Alors chaque équipage part avec environ entre 30 et 50 kilos de fournitures scolaires à destination des enfants les plus démunis du Maroc. Donc c'est une opération qui est menée avec l'association Enfants du désert. Donc voilà, donc au total, cette année, on sera plus de 1300 équipages, donc je vous laisse calculer le nombre de kilos que ça va faire à l'arrivée. C'est un rendez-vous que vous attendez justement, cette rencontre. Peut-être il y aura peut-être des enfants marocains qui attendront impatiemment toutes vos fournitures, non ? Oui, c'est ça. En fait, à la fois, il faudra faire attention puisque l'organisation précise bien
quand on traverse des villages, ils sont prévenus au niveau de l'organisation. Mais évidemment, ça n'empêche pas de faire des arrêts tout au long du trophy et puis après à l'arrivée, puisque l'essentiel du matériel qu'on apporte se fait au village à l'arrivée, où là, le gros du matériel est déposé. Raid veut dire compétition, on va quand même un petit peu en parler. Il y a un objectif de classement pour votre tout premier raid à tous les deux ou pas? Ou c'est vraiment le plaisir et la découverte? Alors on y va tout d'abord pour le plaisir et pour la découverte, pour l'expérience que ça représente. Ensuite au niveau du classement, bon, on a quand même, voilà, on aimerait bien être plutôt bien positionné. Voilà. Alors, votre budget avoisine à peu près les 8 000 euros. J'ai regardé ça de près. Cela a été un parcours du combattant pour le réunir, ce budget. On sait que c'est pas facile économiquement en ce moment. Ça a été difficile? Effectivement, en fait, avec Benoît, on a démarré en fait en amont par les grands groupes, les grandes entreprises. En fait, on a vite déchanté. C'est assez difficile puisqu'en fait, c'est un trop petit budget pour que ça puisse réellement intéresser les grands groupes. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est ensuite dirigé vers les commerçants locaux, ce qui en fait est beaucoup plus sympa puisqu'on a contact avec les gens, on se voit directement et il y a un impact réel quand quelqu'un donne 200-300 euros pour un encart, c'est concret, alors qu'une grande entreprise, au final, elle fait de la pub partout ailleurs. Donc ça, c'était un point très positif, mais difficile, c'est vrai. Très bien, vous ferez donc partie, vous le disiez tout à l'heure Benoît, des 1300 équipages à partir du 13 février prochain, dans quelques jours, de ce gigantesque peloton qui traversera donc la France, l'Espagne et le Maroc. Bonne route à vous, destination Marrakech. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous propose un coup de projecteur sur ce lieu atypique, ce garage qui redonne vie aux voitures anciennes et les fait reine du macadam, image de Jonathan Villeman et Étienne Dang. Christian Nérol délivre ses derniers conseils à cet équipage du 4L Trophy 2014. À tout juste 200 000 km, le véhicule de Martin et Benoît va participer à son second raid. Autant dire qu'il faudra savoir réagir aux moindres problèmes mécaniques au milieu du désert. Un peu perdus sous le capot, ces deux Yvelinois sont venus dans ce garage saint-cyrien pour apprendre le b.a.-ba de la clé à molette. Je ne vais pas faire d'eux des mécaniciens. Voilà. Je leur apprends simplement à anticiper les pannes et intervenir sur certaines petites pannes au niveau de l'allumage, de la carburation et des trains roulants. Voilà. Ceci dit, lorsqu'il y a un joint de culasse ou une distribution qui lâche, ils ne sont pas aptes à le faire, très peu. Christian Nérol a ouvert cet atelier il y a 4 ans et depuis, il passe ses journées sous les capots de ces vieilles dames des années 50 pour leur donner une seconde vie sur le macadam. Contrairement aux véhicules modernes, avec une 4L, une Simca ou encore une 504, nul besoin d'ordinateur de bord. Un retour aux racines de la mécanique qui connaît un grand succès. Il y a de plus en plus de demandes. Ça s'est démocratisé de par le fait que les véhicules des années 60 sont beaucoup plus faciles à rouler et entretenir que les véhicules des années 40, 30. Donc il y a un mouvement qui s'est créé depuis quelques années. Et en ce qui concerne les Dauphines, les 403, les 2 chevaux, les 4L, il y a un engouement particulier pour ces véhicules. Oui. De leur côté, Martin et Benoît espèrent avoir toutes les clés pour ramener leur 4L du Maroc sur ses 4 roues. Après 10 ans de service, le président de l'Étoile sportive de Trappes a donné sa démission il y a quelques jours. Moustapha Larbaoui, bonsoir. Vous êtes présent sur le plateau du 7-8 Sport pour bonsoir. Un dernier match. En quelque sorte, tout d'abord, pourquoi avoir décidé de vous retirer de la présidence? Alors, pour une raison très simple, c'est que je ne peux plus travailler, tout simplement. Sur quel domaine de votre fonction? C'est par rapport au système interne du club, le fonctionnement interne, ou d'autres conflits viennent en ligne de compte? Alors pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est qu'un club de foot de cette dimension, je rappelle quand même 900 licenciés à peu près, donc c'est autant de personnes à côté, ce qui veut dire quasiment le double de personnes concernées par le club, avec les parents et les enfants. Ça nécessite une co-gestion. Tout le monde comprendra bien qu'une entreprise comme celle-ci, une entreprise humaine, fonctionne à la fois avec des moyens techniques, donc des terrains de foot qui soient à la fois en capacité de recevoir ceux qui pratiquent, mais en même temps pour la sécurité,
Or, c'est de ça dont il s'agit. Je ne suis plus, en tout cas moi, sachant que ce soir, je suis là pour représenter la présidence. Donc, c'est pas ma personne, en l'occurrence, dont je voudrais parler ce soir, mais bien du club et des 900 licenciés. La sécurité, je considère qu'elle est pas compromise. Le mot est un peu fort, mais je crois il y a du travail à faire encore en termes de sécurisation. Vous voulez dire par là que les terrains ne permettent plus de jouer sereinement à l'heure actuelle à Trappes, c'est ça que vous entendez? On sait clairement, pour que tout le monde comprenne bien, on s'est rétracté sur très peu de terrains qui, eux, sont bien évidemment, pour l'avoir vérifié avec tous les éducateurs, sur très peu de terrains qui permettent de travailler en sécurité. Donc ceux sur lesquels on travaille, on va dire, pour faire simple, 3. Le 4e étant réservé au match du dimanche et quand les intempéries le permettent. Nous sommes maintenant sur 3 pelouses sécurisées. Sur un total de 8 terrains à peu près sur un total l'ensemble de la de commune. 8 terrains et j'engage les journalistes à faire effectivement un voyage sur la commune, dont 2 en friche et 2 non jouables, en l'occurrence si on veut travailler sérieusement et en termes de sécurité. Donc oui, je considère qu'on est sur trop peu de terrain pour assumer à la fois le travail qu'on a assumé, le nombre, donc c'est la qualité et la quantité. Et voilà, donc j'alerte depuis maintenant quelques années. C'est pas une décision qui est prise à la légère. Je ne pars pas ce soir, comme on peut le prétendre, de façon excitée. J'ai un tempérament, j'ai des choses à dire, je peux les dire de différentes manières, mais en l'occurrence, aujourd'hui, je considère que je ne peux pas travailler, mais ça fait des années que j'alerte, ça fait des années que je le dis. On connaît votre pugnacité, hein. Vous êtes réputé pour ça sur 50 ans en Yvelines, votre passion pour le football également. On ne peut pas croire que vous allez vous arrêter là à la fin de la saison parce que vous allez continuer la transition pour la fin de saison, juste entre guillemets pour un problème de terrain quand même, Moustapha. Bah écoutez, ce n'est pas un problème de terrain, c'est un problème de relation avec la cogestion, un problème de copilotage. C'est une très grosse entreprise, encore une fois, entreprise humaine. Non, ce n'est pas un problème de terrain, je pense que c'est symptomatique. J'avais trouvé une solution qui était une solution extrêmement simple pour les habitants de Trappes, pour les habitants de La Verrière, une convention que je voulais signer entre le club, de gré à gré, entre le club et la commune. J'ai commencé à travailler sur le sujet en octobre. J'ai finalisé le courrier parce qu'on m'a donné le feu vert de la commune de Trappes, de la commune de La Verrière. Le courrier date du 23 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février. Je n'ai pas un coup de fil de qui que ce soit pour me dire venez signer. C'est une solution qui permet de jouer, qui me permet de travailler et qui coûte absolument rien à nos trappistes et membres de la CASKI pour parler de la CASKI. Donc voilà, une solution simple. Il y a un blocage, je ne sais pas où il est, vous leur poserez la question à eux. Donc ce n'est pas un problème de terrain, c'est un problème de co-gestion. Et moi je considère qu'on est deux. Il y a les subventions d'une part, et puis il y a les équipements. Moi, avec mes troupes, en l'occurrence, tous les guillemets que je mets aux troupes, mes éducateurs, mes amis, les passionnés du foot, les gens que j'aime, avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant, on a fait notre part du boulot. On est deux. Voilà. Donc c'est pas un problème de terrain, non, c'est un problème de... Voilà, c'est un problème. Pour parler des terrains, le stade Champsac notamment va être bientôt en travaux, des rénovations. Ça montre quand même que la mairie essaie de faire des efforts sur la situation de ces terrains. Si vous me permettez, d'abord je critique rien, c'est pas une critique, c'est juste des faits que vous pouvez vérifier. On dit partout qu'il y a 8 terrains, je vous en annonce 3 à vérifier concrètement, et les trappistes qui m'écoutent ce soir pourront le vérifier aisément, et surtout ceux qui travaillent. Ce que vous dites, encore une fois, je voudrais le préciser. Ce n'est pas des travaux sur Champsac pour le foot, ce sont les travaux sur Champsac pour l'athlétisme. Donc on ferme pour des problèmes de travaux, pour éviter qu'il y ait des incidents durant les travaux. Je vais déménager pour des problèmes de sécurité, mais encore une fois, ce n'est pas pour le foot. On refait l'anneau de Champsac, on refait la main courante pour Champsac, on refait des travaux pour d'autres sports, et j'en suis très heureux pour eux. Ce n'est pas pour le foot. Et combien même on bouge, nous, au mois d'avril, on bougerait même pour nous.
ça serait de l'anticipation que d'aller à la verrière bien avant. Le championnat, il tourne. Le championnat, il a repris au 6 janvier. Et l'adaptation à un terrain, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on aurait pu commencer en prévision de ces travaux. Moustapha, avec cette démission, vous n'avez pas l'impression d'abandonner ces 900 licenciés un petit peu quand même au cours d'un mandat? Non, je pense que nous avons été abandonnés. J'ai le sentiment d'avoir été abandonné. Et en l'occurrence, ce n'est pas ma personne qui a été abandonnée, mais c'est le club. Il y a à travers de ma personne, oui, tous les gens. Il y a un abandon de la mairie concernant ce sport. On pourrait même parler d'autres sports à trappe où il y a des mêmes soucis, mais j'en parlerai pas ici. Simplement, non, j'abandonne rien. C'est juste qu'il y a un combat que je ne veux pas mener parce que je suis face à un mur. Je ne vais pas mener un combat contre mon maire. Mon maire est légitime, il est élu, certainement réélu. Non, je n'ai pas de combat à mener. En l'occurrence, c'est une démission. Je ne mènerai pas ce combat. Je le laisse à d'autres. Par contre, je précise, je ne partirai pas comme ça. Hein, on est bien d'accord, jusqu'à fin juin. On a le temps de travailler et de préparer la transition. Cette démission, vous savez que vous représentez quand même beaucoup sur la commune de Trappes. Cette démission, à 1 mois et demi, on est obligé d'en parler quand même, du premier tour de ces élections municipales qui vont peut-être être très importantes sur cette commune. Elle est pour le moins surprenante, non? On ne va pas vous retrouver sur une liste plus tard dans quelques semaines. Dites-nous, c'est quand même strictement sportif cette décision, Moustapha. Vous le verrez. C'est-à-dire? Vous le verrez. J'avais dit au maire que je ne ferai jamais de politique, je crois même l'avoir entendu avant d'arriver ici, que je ne ferai pas de politique, sauf à le dire au premier magistrat de cette ville. Donc c'est à lui que je le dirai, comme j'ai toujours tenu mes promesses, donc c'est à lui que je le dirai. Sachant qu'il y avait Othman Nasrou, un des candidats aux élections municipales, qui était à votre pot d'adieu, en tout cas votre au revoir, hier soir. Ah, il y avait quelques prétendants, ceux qui se sont déclarés. Encore une fois, c'était une réunion qui n'était pas prévue en ce sens. Merci de me donner l'occasion de le dire. C'est qu'on avait prévu cette réunion uniquement pour mes éducateurs. Et puis, comme les terrains sont fermés toute la semaine, j'ai ajouté mes seniors, ce qui a fait du monde. Et ce qui fait du monde fait du bruit, fait du buzz, comme on dit. Et donc, je me suis retrouvé avec beaucoup plus de monde, comme on le voit à la télé maintenant. C'était pas du tout prévu. Moi, je voulais faire une petite réunion très intime avec mes éducateurs pour l'expliquer. Et puis finalement, comme les terrains, la preuve en est, c'est que les terrains, on ne les avait pas, on s'est retrouvés beaucoup plus nombreux. Et beaucoup plus nombreux, ça a fait du bruit, ça a fait du buzz, et l'information a circulé, on voit notre ami Nasrou sur les images. Et en fait, il est venu, pas du tout à mon invitation, parce que Luc Miseret n'est pas là, j'avais invité personne, sont venus ceux qui avaient envie de venir. Non, n'y voyez pas de malice. Encore une fois, je ne suis pas à l'origine du calendrier de cette affaire. Cette réunion d'hier soir, c'est encore une fois les gens qui ont voulu être nombreux pour me dire au revoir. Ce n'était pas prévu. Et le calendrier, c'est pas moi. Si on m'avait donné mon terrain le 6 janvier, je ne serais pas aujourd'hui à vous dire je pars, et en l'occurrence avant les élections. On m'aurait laissé, je serais parti avec ma lampe torche, je serais allé faire du football à la verrière avec une lampe torche dans le noir. Aujourd'hui, on m'a mis sous les projecteurs. Je ne suis pas maître du calendrier. On a bien compris le message, Moustapha. Merci beaucoup d'être venu tant de fois sur le 7-8 Sport. Et encore merci à tous et Trappes. Et on verra si vous faites le buzz dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Moustapha. C'est moi. On passe au cyclisme. Cette semaine, le parcours de l'édition 2014 du Paris-Nice a été dévoilé par Alain Schmitt, le président du Conseil général, et Christian Prudhomme, patron du cyclisme chez ASO. Et pour la 2e année consécutive, la course du soleil s'élancera du département, plus précisément de la commune de Mantes-la-Jolie. Image de Jonathan Willeman. Pour la 5e fois de son histoire, Paris-Nice s'élancera des Yvelines. L'édition 2014 de la course du soleil partira de Mantes-la-Jolie pour une première étape longue de 162 km avant de retrouver la ville de Rambouillet. Le département semble devenir la terre promise du cyclisme. Pourtant, le peloton ne passera pas devant le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, mais on l'a beaucoup vu là pour l'inauguration, et puis il faut laisser le temps, je pense également à l'équipement de se roder. L'inauguration vient de se dérouler il y a quelques jours. Bon voilà, il faut qu'il prenne, j'allais dire, son rythme de croisière. Il y a encore des aménagements intérieurs à achever. Il y aura toujours quelque chose de nouveau dans le département des Yvelines, dans le domaine cyclisme, indéniablement, grâce à cet outil performant. Au cours de cette 72e édition, il n'y aura ni prologue ni contre-la-montre. Une première depuis près de 60 ans. 8 étapes en ligne sont donc au programme qui devraient sourire aux baroudeurs et aux punchers. On souhaite que ce soit une course ouverte avec des gens qui osent et qui ait une prime vraiment aux audacieux. C'est fait pour. Je suis bien incapable de vous dire qui va gagner parce qu'il n'y a pas les références classiques d'un chrono qui permet aux favoris de se jauger ou d'une arrivée classique en altitude. Il n'existe pas non plus.
L'Australien Richie Porte défendra son titre côté français. Sylvain Chavanel, 3e en 2009, aura toutes ses chances. Et les espoirs Nasser Bouhanni et Brian Cocard viseront certainement des victoires d'étape. Verdict à partir du 9 mars prochain. C'est l'information du week-end en roller hockey. Regardez ce résultat, il est très important. Ils l'ont fait, les Sharks d'Elancourt ont décroché leur toute première victoire de la saison lors de la 10e journée de National 2 face à Rouen. Succès 6-3, espérons qu'il en appelle d'autres. En football, 19e journée de division d'honneur, Versailles s'est incliné sur la pelouse de Saint-Maur-Lusitanos 2-0. Les joueurs de David Giguet rétrogradent à la 6e place. À noter qu'en promotion d'honneur, les rencontres de Trappes et Guyancourt ont été reportées. En football féminin, 12e journée de promotion d'honneur, Elancourt s'est incliné chez le 3e, Nicolette Chaillot. Les Amazones conservent tout de même leur 6e place. Ce week-end, en cyclisme, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillait sa toute première compétition officielle, la Coupe d'hiver de cyclisme sur piste. Se déroulant les années précédentes à l'INSEP, cet événement réservé aux cyclistes amateurs et organisé par le comité d'Île-de-France est un moyen de repérer les futurs talents de demain et aussi de préparer la saison hivernale pour les 140 coureurs participants. Certains étaient déjà venus en repérage quelques jours auparavant pour découvrir cette piste unique au monde et sa qualité semble séduire le peloton. Je l'ai testé en entraînement, j'ai particulièrement aimé, bien sûr, parce qu'elle est beaucoup plus large que c'est la plus large piste en Europe. Elle fait 8 mètres, je crois. Donc ça permet de se lancer bien pour les sprints. Elle est très roulante, bien qu'elle soit encore récente, elle est très roulante. Elle va se faire encore, donc ça va améliorer les performances. Et vraiment, c'est vraiment un super outil. Chez les professionnels, la sélection pour les championnats du monde sur piste en Colombie à Cali est tombée il y a quelques jours et le nouvel Énimontain François Pervis, que vous voyez à l'image, champion du monde et recordman du monde du kilomètre et du 200 mètres, tentera de conserver sa couronne mondiale et défendra aussi ses chances sur le Keirin, discipline dont il avait enlevé la première manche de Coupe du Monde à Manchester en novembre dernier. Il sera le pilier de l'équipe de France évidemment. Grégory Boger de ce côté sera aligné en vitesse par équipe pour son retour aux mondiaux. En rugby, 13e journée d'honneur, championnat territorial. Et c'est malheureusement toujours la même chanson dans la poule 2 pour le Sky Rugby qui n'a pas pesé bien lourd face à Cergy-Pontoise. Défaite 29-7 dans la poule 3. Rambouillet s'est imposé dans le derby yvelinois face à Montesson 20-3. En basket, 17e journée de National 1 et c'est toujours le même sentiment de frustration qui domine les féminines de l'Entente Lochêne-Versailles qui se sont une nouvelle fois inclinées de 5 petits points face au 5e Ouascal, 68-73. Toujours pas de victoire pour les joueuses de Stéphane Rollet depuis plus de 3 mois et le 2 novembre dernier. Chez les hommes, 17e journée de National 3, Trappes s'incline sur son parquet face à Rouen, 65-83. De son côté, le LCV s'impose au Paris-Levallois, 82-67. Handball, 13e journée de National 2, fin de série pour Montigny qui s'est incliné à Issy-Paris 25-21. Les Igny-Montaigne perdent une place au classement et se retrouvent 5e. Elles n'avaient plus perdu depuis le 9 novembre dernier. Toujours du handball chez les moins de 18 ans, 4e journée de la phase finale du championnat de France. Plaisir enchaîne avec une deuxième victoire consécutive face à l'Alliance Nord. Succès 30-24. Les Plaisirois restent 3e de leur poule. Du volleyball, pour le compte de la 10e journée de Régional 1, Montigny recevait la Lanterne Rouge, Clamart, au complexe Pierre de Coubertin. Les joueurs d'Abdelatif Nichli prennent le match par le bon bout et ils font rapidement la course en tête dans le premier set pour finalement le conclure sur cette passe courte que vous avez vue 25-17. Bis repetita dans la seconde manche. Les Igny-Montins continuent sur leur lancée, bien aidés par une attaque performante et une défense adverse aux abois, 25-17 également. Ils boucleront l'affaire en 3 petits sets avec un 25-22 dans le dernier acte. Avec cette victoire, Montigny remonte à la 4e place au classement général à 6 points du leader Sartrouville. Une dernière info, encore 2 infos à vrai dire. D'abord du badminton. Le club des Volants d'Elancourt organisait son tournoi national annuel ce week-end. Plus de 300 joueurs se sont affrontés sur les terrains du Palais des Sports lors de compétitions de double hommes, femmes et mixtes, toujours très appréciées des badistes dans ce format de match. Le rythme est beaucoup plus rapide qu'en simple et surtout, la prise de repère dès les premiers points est essentielle à la bonne performance de l'équipe. On écoute une équipe d'ailleurs. Vu qu'on ne connaît pas le jeu de l'autre, est-ce qu'il va plus avoir tendance à faire des amortis, à jouer tendu ou alors à dégager ou à se matcher? Vu qu'on ne sait pas encore, on adopte les bases du double mixte et ensuite on s'habitue le plus rapidement possible, du moins on essaye, au jeu de l'autre et ainsi on arrive à mieux se placer pour mieux... facilement anticiper. Voilà, pour mieux marquer le point après.
Une dernière info, pas de course avant de nous quitter ce vendredi lors de la 8e soirée olympique du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Quelques athlètes saint-quentinois ont brillé et ont été récompensés comme l'escrimeuses de trappe Jérôme Npadjanga, numéro 3 mondial chez les juniors, je le rappelle, dans la catégorie espoir féminin, ainsi que ses coéquipières de l'équipe féminine, récompensées également. Bravo à elles. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même heure, même lieu. Bonne soirée sur TV Fil.